Tandem, fix, repos, attention. Tandem, fix, tandem, fix, repos, attention. Allez, 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 jugul de dégguma dara xaaral ko ci jigéen ñi léegi góor yi noppi leen allo 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 18h50 allo allo ngeen am 18 dañuy demaat deuxième tour ama dem ci xale yi fii ñi gën a ndaw allo 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 dama xool groupe bu gën a concentré wu Tandem yéen ñi kese laa wax Tandem fixe repos attention non groupe yi laa jëlagul yéen ñii am ngeen 17 waaw ma ñëw ci ñii Tandem fixe gis naa raa yu jubul de gis naa raa bu jubul xoolante leen seen biir Tandem fixe repos attention am ngeen 16 laa leen may am na raa bu jubul fii ma ñëw fii Tandem fixe repos attention repos attention 17 ñala yéena toog yéen ñi allo Tandem fixe déglu Tandem fixe c'est la main droite Tandem fixe repos attention dégguma dara waaye Tandem fixe repos attention am ngeen 16 parce que am na raa bu jubul xoolante leen maa ngi ñëwaat ma ñëw bi allo laa far côté bii laa far parce que bii dañuy wax allo maintenant Tandem fixe repos attention 20 tàccale leen écoutez est-ce que yéen ñëpp mën ngeen hymne national est-ce que vous êtes prêts à chanter ah bon léegi hymne national bu ñu yëngal drapeau bi bu ñu koy yëngal bu leen wax de da ngeen di nopp bu ñu yëngalee xëcc ba pare animateur bi dina teg son bu tegee son bi si ngeen di wéy mais attention lay doon de yéen ñii ak ñii ku dàq wéy équipe boobu dina am kado te dinaa jël kenn ma teg micro bi si gémmiñam c'est bon léegi yéen karkali woolu fii yow ah yow kaar ñu ngi ko doon jeex ah
pare nga yéen ñii kii moo leen représenté noo tudd Khady Sall CM1A Khady Sall moo représenté waa CM1A groupe A yéen ñi groupe A d'accord ok on va commencer ah te suivre toi ah pare nga pare nga Votre attention s'il vous plaît. Allez les enfants, on s'écoute. Observez le silence s'il vous plaît. On s'écoute. Pas de bruit, pas de parole. Maintenant, nous allons démarrer la cérémonie. Les élèves, observez le silence s'il vous plaît. Observez le silence et donnez-le. dañuy démarrer cérémonie bi bu kanam léegi dañuy invité les autorités ñu ñëw taxaw fii dégg nga bu kenn wax bu kenn tàccu dañuy déglu bu baax vous avez compris voilà on est là discipliné n'est-ce pas on est là très discipliné donc observez le silence.
Alors, les enfants, écoutez le maintenant. Nous allons démarrer la dite cérémonie. Notre le ah, notre le DJ. D'accord, vous avez compris. Voilà, très bien. Pour l'hymne national, vous allez chanter l'hymne national, vous avez compris? Hein? Le drapeau bu yëg ko ci kaw. Ah? Drapeau bu yëg ko ci kaw. Bon, écoutez. Drapeau bu yëg ko ci kaw. Boo nee hymne national du Sénégal, dañ koy yëg. Vous avez compris? Voilà. Écoutez et suivez. Vous avez compris? Votre attention, s'il vous plaît. Allez, maintenant, on va tàmbali vous êtes là. Vous avez compris? Voilà, croisez les bras. Croisez les bras. Très bien. Mesdames, Messieurs, on va vous inviter votre attention, s'il vous plaît. Nous allons à présent démarrer la dite cérémonie. Mesdames, Messieurs, on va vous inviter à présent. Nous assistons à l'arrivée de Monsieur le Colonel Salugon, directeur des archives du patrimoine historique des Forces armées, et représentant Monsieur le ministre des Forces armées. Il est accompagné de Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, M. Mamadou Boudan, et M. Ablaye Senghor, représentant de M. la commune de Lille-Sud.
Mesdames, Messieurs, on va vous demander l'attention de l'esprit. À présent, nous avons assisté à la levée des couleurs. En accédant à l'indépendance, le Sénégal fait le choix d'un animal chargé par les groupes, ancien acteur de nos activités de l'État. Symbole de notre indépendance nationale, nous parlons autant de l'unité et la cohésion de tous les Sénégalais. La solidarité pour toutes les ethnies et confessions religieuses, une philosophie représentative. Elle représente notre aspiration commune à un idéal d'indépendance, d'un temps de progrès, de justice sociale, de démocratie et de travail.
fraternité nationale où tout peuple souverain va se retrouver pour incarner les nobles valeurs de solidarité, de cohésion, d'esprit de sacrifice, mais également de dignité et de fierté. Mesdames, Messieurs, on va accepter. À présent, vous pouvez rejoindre l'atelier. Mesdames, Messieurs, on a invité votre attention s'il vous plaît. Donc avant de poursuivre notre deuxième phase de ce programme, nous invitons M. l'imam Djeb Diop pour des prières. jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu ñu fi teew ñëpp di leen dalal jàmm ci dëkku cosaan bu tedd bi mu Yëmbal
ci turu borom dëkk bi di suñu wayjur ba Ibrahima Diop ak ci turu imam ratib El Hadji Souleymane Diop El Hadji Libas Gueye ak ci turu notable yëmbal yëpp ak ci turu chef religieux yi nga xam ne ñoo fi teewal xalifa des Layènes muy ak njabootam Serigne Cissé Serigne Malick Serigne Cheikh Gallo te ngeen xam ne yéen ñëpp dañu nekk ci dëj bu màgg tey ñu xalifa général des Layènes bi génn àddina muy Seydi Mouhamadul Muxtaar yal na ko yàlla dolli leer ak yërmande fa mu ne ci seen tur ñoom ñëpp ba ci ñëw yëmbal ndax yëmbal dëkku cosaan la dëkku yaatal la maa ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm seen dëkk bala ñu dem ci ñaan gi ndax ñaan mooy ngànnaayu jullit wala ñëpp ñi nga xam ne gëm nañu yàlla bala ñuy tàmbali mbir mu mën a doon ñu dellu ci seen boroom ñaan ko ndigal waaye ñaan ko mu ànd ak ñoom moo tax ñu ubbee ñaan ci lépp lu ñuy mën a def ñaan googu nag dañ ci yéene ki nga xam ne mooy suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéene ci itam mbooleem mag ñi nga xamante ni bii dañu génn àddina te taxawal diine taxawal seen réew te démb ba tey waaye dugalaale itam bépp jàmbaar boo xam ne daanu na ci toolu xare moo xam ngir aar réewam wala ngir aar dëkkam wala ngir aar koom-koomam rawatina ngir aar pas-pasam ñoom ñëpp fa ñu nekk yàlla yàlla yërëm leen jëggal leen dugal leen ci biir ñaar gi xaj nañ ci damay ñaan ñu wax a'uudu billahi mina sheytaani rajim benn yoon def fatiha ñetti yoon def ixlaas ñetti yoon def salaatul fatihi wala salaatu bu waay man ñetti yoon ñu def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggalaale ci xalif général bi génn àddina barka démb ak mbooleem ku génn àddina ci kaw suuf rawatina ci Sénégal waaye rawatina itam suñu ay jàmbaar yi nga xamante ni bii bokk nañ ci ñi tax ñu dajale fii lan la yow fii nga may wooyee di ci direct bi mais nga waaye léegi danga may wax sama numéro man boo wootee ci kii bi damay jàpp ne keneen la de ah gisuma ko yàlla na yàlla yëfal yëfal ak jéggal ci ñoom defal leen jàmm fa ñu ne defal leen jàmm seen ginnaaw leen di ñaanal ko lu ñaan yàlla suñu borom na mais tamit naaj bi la de wa salaamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa bi hurmati la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
wala mën nañ def ni sax ñu jëlaale background bi si ginnaaw ko. Monsieur le colonel Saliou Ngom, directeur du musée des forces armées sénégalaises, par ailleurs représentant du ministre des forces armées, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian, et toute la délégation qui vous accompagne, chers directeurs d'école ici présents, chers enseignants, Imam Djibril Diop, ici présent parmi nous, chers invités, chers élèves, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations les plus chaleureuses de l'honorable député maire Bara Gaye, présentement dans la région de Thiès pour les besoins de la commune. À la suite de ces salutations, il m'a chargé de vous souhaiter à tous la bienvenue sur cette terre yemboloise, mais également de remercier les initiateurs de cette belle rencontre pour le choix qu'ils ont porté sur Yeumbeul Sud pour abriter cette manifestation. L'importance qu'ils accordent à cette manifestation s'est manifestée à plusieurs reprises. Je voudrais saluer au passage Mme Sodedia pour la coordination qu'il a invitée, qu'il a impliquée dans cette organisation et à qui il a remis ses inputs et ses orientations. Mais l'importance qu'il accorde à cette cérémonie explique le fait qu'il ait accordé l'autorisation de la tenir ici dans ce stade mythique Pathé Waré Diop et a demandé au directeur du stade de rembourser tout ce qui avait réservé les heures pour des matchs. Parce qu'il considère justement que cette activité est d'une importance capitale. Et donc, merci beaucoup à l'armée sénégalaise de choisir la population yemboloise à travers ses élèves pour leur inculquer des valeurs cardinales de l'armée nationale sénégalaise. À travers cette visite, à travers cette journée, ces élèves s'en souviendront très longtemps, mais aussi seront imbus des valeurs qui fondent notre armée nationale. Mais surtout, aura l'importance de pouvoir inculquer la vocation militaire à ces jeunes potaches ici parmi nous présents. Je voudrais en ces termes dire mes salutations, mes remerciements à l'armée sénégalaise, mais également souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants à cette journée, tout en clôturant mon propos par un souhait de voir une réussite totale à cette journée, tout en espérant que d'autres aussi belles, aussi grandes, aussi inspiratrices et aussi instructives suivront ici à Yeumbeul Sud et partout au Sénégal. Je vous remercie. Merci bien. À présent, nous invitons M. Waly Diouf Bodian, directeur général du port autonome de Dakar, à dire son nom.
Assalamu alaikum wa Yeumbeul. Je voudrais démarrer par saluer l'ensemble des autorités militaires qui sont ici, parce que cette cérémonie est éminemment militaire, avec toute la symbolique qui s'y prête. À la tête de l'armée, bien entendu, on va citer le ministre des Forces armées, ici représenté par le colonel Ngom, directeur des archives. Après tous ces respects qui sont transmis par ma personne à notre armée nationale, j'aimerais aussi saluer le maire de Yeumbeul Sud, ici représenté par M. Sagnan. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des dames qui m'ont fait l'insigne honneur de m'inviter à cette cérémonie hautement symbolique qui célèbre nos tirailleurs. C'est donc pour moi un honneur d'avoir été invité ici pour une cérémonie, comme je l'ai déjà dit, aussi importante que cela. Mais avant de démarrer, je voudrais présenter mes condoléances. Nous sommes à Yeumbeul, c'est une terre aussi qui est très très religieuse. J'aimerais présenter mes condoléances à l'ensemble de la communauté layène qui a perdu son guide durant, je pense, c'était avant-hier. Je voudrais aussi présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais et à la famille de l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Badio Camara, qui a rendu des services à notre pays. Et je crois que le président de la République est largement revenu sur les honneurs que le pays devait à cet illustre magistrat qui nous a quittés. Pour en revenir à cette cérémonie, je ne serai pas très long. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous célébrons, les tirailleurs sénégalais ont marqué l'histoire de ce pays. Tout comme aujourd'hui l'armée nationale marque ce pays, nous avons une histoire. Notre histoire a été modelée par le sacrifice de ces Sénégalais, j'allais dire de ces Africains, qui ont été sur tous les théâtres de combat pour faire aujourd'hui du Sénégal ce qu'il est. Et même, on peut dire que c'est grâce aux tirailleurs que la configuration actuelle de l'Europe est ce qu'elle est. C'est donc aujourd'hui une cérémonie extrêmement Je peux y aller. Voilà, j'ai donc... Voilà, il y a quelques coupures qui ne sont pas très militaires. Soit dit en passant, je voulais être militaire. J'ai beaucoup séjourné à Bango où mon tuteur était là-bas. Mais je ne suis pas allé dans l'armée pour la bonne et simple raison que donc c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé civil. Mais j'aime bien l'armée, vous voyez que j'ai un style très militaire. Donc les coupures là ne sont pas très militaires. Ce n'est pas un militaire qui est à la manette. Donc je disais que c'était très important de célébrer cette cérémonie, de célébrer les tirailleurs, de célébrer ces anciens Sénégalais qui se sont donnés dans tous les théâtres. Et aujourd'hui, la symbolique pour moi, nous célébrons notre passé avec notre avenir. Vous voyez tous ces enfants qui tout à l'heure, de façon très dans une émotion, ont pu entonner l'hymne national en chœur. Et ça, c'est très important. Lorsque je les regarde, je me dis, voilà le Sénégal de demain. Voilà le Sénégal pour lequel les tirailleurs se sont battus. Et c'est pour ce Sénégal-là qu'aujourd'hui, nous, investis de la confiance du peuple, nous devons nous battre. Et c'est pour ce Sénégal-là que l'armée nationale ici est présente. Et je voudrais aussi insister pour rendre un hommage appuyé à nos vaillants militaires, l'armée nationale du Sénégal, qui aujourd'hui, si ce pays tient encore, c'est parce qu'il a une armée républicaine, une armée qui aujourd'hui fait la fierté de tout un peuple. Je n'aimerais pas très être long, je voudrais remercier tout le monde, remercier l'ensemble des
des camarades du parti qui nous ont accompagnés. La cérémonie a un cachet très militaire, très symbolique, très étatique, mais j'aimerais quand même les saluer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'est le directeur général du port autonome de Dakar bu doon wax ah léegi da ngeen sax ngeen noppi na ngeen ngeen noppi déglu kàddu yi jógee ci autorité yi parce que suba seen maîtresse wala seen maître bu leen laajee ngeen xam ne kon diw bi moo wax interrogation la rek mais dañuy déglu bu baax a baax parce que ay question d'examen dinañ ci jógee. Vous avez compris? Maintenant, ngeen déglu bu baax ngeen bàyyi waxtaan bi bis bi seen bis la ah war ngeen jàng lu bëri ci li xew li. Vous avez compris? Maintenant, on se tait ngeen observez le silence. À présent, nous invitons maintenant Madame Mbaye Soda Dia, coordonnatrice de cette journée, à prendre la parole. déglu naa donc lépp. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers invités. Bonjour, représentants du maire. Le directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian. Nous, la cellule enseignante de la commune de Yeumbeul Sud, nous vous remercions de votre présence et aussi nous magnifions cette journée pour nos élèves, pour qu'ils puissent connaître tout ce que les tirailleurs ont fait pour la libération de la France et aussi le bravoure qu'on a montré tout en étant des Africains. Et aussi, ce que nous voulons, c'est que cette journée soit perpétrée et que aussi les enfants qui sont là puissent bénéficier de l'organisation que les militaires ont mis en place pour que ça puisse les servir à l'avenir. Donc nous remercions tout le monde, nous remercions aussi le directeur du musée, monsieur le colonel Saliou Ngom et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Maintenant, je vais parler en Wolof, la langue nationale, pour que les élèves puissent comprendre le pourquoi on a initié cette journée pour eux. Salam alaikum public bi. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen teewaay ak seen taxawaay di remercier le directeur du musée monsieur Saliou le colonel Saliou Ngom et toute son équipe di gërëm di sant imam di remercier le représentant du maire Lay Sagnan di sant di gërëm monsieur le directeur du port autonome de Dakar monsieur Waly Diouf Bodian ma bëgg ngeen tàccul ñu ko bu baax parce que réussite journée bi su amee c'est grâce à lui. Il n'a ménagé aucun effort pour que journée bi mën a mel nii mu mel tey mën a taaroo ni mu taaroo. Et aussi bu ñu gisee sax que peut-être population bi présence bi xaw na des tuuti c'est que ñun dañu focaliser woon sur les enfants parce que on s'est dit que ni mag ñi nekk nañ ay mag ba pare peut-être lii bu ñu ñëwee dañuy seetaan juste rek pour seen bonheur. Mais ñii li ñu bëgg ci ñoom mooy ñun en tant que des enseignants que ñu jël journée bi mu rester ci seen mémoire parce que élèves yi ñu jël cible yi ñoo am 13 ans 14 ans donc d'ici quelques années aussi même le prochain président inchallah ñii ñoo war a nekk les grands électeurs donc lu ñu def ci ñoom dafay rester lii ñu gis nii tey militaires yi defal leen ko mu nekk défilé nekk honneur nekk levée des couleurs day nekk lu nga xam day resté ci ñoom te des na yeneen ak yeneen yu ñu war a def balaa fin journée bi ak aussi gën leen a xamal
li nga xam ne ñoom mooy nekk ci seen deret mooy lekk des anciens mooy li nga xam ne ñun moom la ñu moom suñu culture la parce que li ñuy wax ci olof ku xamatul fi nga jëm da ngay dellu fi nga jóge woon te actuellement nii on a l'impression que ni ñun amuñu wéeruwaay alors que am nañ ko donc à travers les tirailleurs nous voulons que cette génération là ñu xam ñoom ñooy kan ñu bañ a am benn complexe parce que à travers ça même Barça bi dina arrêté parce que ñi dinañ xam ne amuñu lu ñu war a ñëwee tubaab parce que tey France bu libéré woon c'est à cause de nos vaillants tirailleurs on les remercie ñi ñaan seen mémoire ku ci nekk fa nga tëdd yàlla na suuf oyof ci sa kaw aussi li ñu def pour ñun ñu mu nekk la nga xam dinañ ci mën a jëriñoo ñu bëgg nag yu mel nii ñu koy gën a perpétrer di ko gën a visualiser wane ko aussi à travers sur le plan national ba nga xamante ni nii ñëpp dinañ ci mën a xale Sénégal yëpp dinañ ci mën a bénéficier wu pour que au moins ñu am la nga xamante ni nii changé nañ ko si actuellement nii fii ñu nekk si ère bi ñu nekk ère bu bees bi nga xam ne nous sommes dans l'ère d'un nouveau système. Donc je remercie tout le monde. Je remercie aussi mes sœurs qui sont là et qui m'ont donné le privilège de faire ce discours. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup Madame Sododia. Et xale yi bëgg la li Madame Sododia wax bëgg bu baax a baax donc suba dañu leen poser question cette biir classe. Vous allez répondre, n'est-ce pas? Maintenant, les debout, nous avons le dernier discours. Vous avez compris? Donc, restez sur place, restez sur place. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas de titre. Bon. Monsieur Laye Sagna, représentant le maire de la commune de Yeumbeul Sud, Monsieur Waly Diouf Bodian, directeur général du port autonome de Dakar, Madame Mbaye Sododia, coordonnatrice de la journée, Monsieur les membres de l'association des amis du musée, chers parents, chers élèves, Monsieur l'imam de la commune de Yeumbeul Sud, chers membres de la presse, chers participants. Au nom de Monsieur le général d'armée aérienne Biram Diop, ministre des Forces armées sénégalaises, j'ai l'honneur et le privilège de présider cette journée dédiée à l'hommage à nos vaillants tirailleurs sénégalais. La direction des archives et du patrimoine historique des Forces armées, dont je suis le directeur, est la gardienne de la mémoire des Forces armées sénégalaises et de leurs devanciers. Je suis le colonel Salim Ngom et au nom du ministre des Forces armées et à mon nom propre, je remercie chaleureusement les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui, ici dans la commune de Yeumbeul Sud, de nous y avoir invités. Ces devanciers constituaient nos armées traditionnelles de la période précoloniale, mais également les armées coloniales. Les forces armées sénégalaises sont héritières des valeurs de dignité, d'honneur, mais aussi de vertu transmises par nos devanciers. C'est ce patrimoine dont nous sommes les gardiens au sein de la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, communément appelé Musée des forces armées. Il faut ajouter à cette mission mémorielle celle concernant la symbolique nationale et les archives militaires. C'est en 1997 que la division Musée Archives, qui était logée à la direction de l'information et des relations publiques des armées, a été érigée en direction du Musée des Forces armées. Et en 2006, cette direction voit son éventail de compétences élargi pour devenir la direction des archives et du patrimoine historique, son nom d'aujourd'hui.
Sa mission demeure la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine national et international intéressant les forces armées. C'est l'occasion de solliciter la participation des populations à cette collecte d'objets muséaux, dont la place se trouve au musée des forces armées et qui sont encore thésaurisés dans les malles familiales. Aussi, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, c'est un cri de cœur que nous lançons pour sensibiliser les familles à céder les reliques de leurs aïeux ou de leurs aïeux afin de mieux valoriser leur mémoire. À terme, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offre éducative aux différents publics que sont les élèves, les étudiants, les enseignants, les militaires et divers groupes socio-professionnels par la formation d'un esprit civique et d'un esprit critique à travers la connaissance et l'appropriation du patrimoine historique et son intégration dans les activités de tous les jours. Que n'a-t-on pas dit sur l'incivisme de nos jeunes? En s'appropriant les valeurs, les symboles, les références, les repères, les connaissances historiques de la nation, la jeunesse nationale pourra s'enraciner davantage dans sa culture avant de s'ouvrir au souffle fécond de l'étranger. L'on pourra alors faire reculer l'incivisme de certains de nos concitoyens et promouvoir le développement de l'esprit critique et d'un sens civique élevé. Nos populations auront une meilleure perception de la mission des forces armées. C'est dans cette optique que le général Pinson disait: pour obtenir des hommes le simple devoir, il suffit de leur montrer l'exemple de ceux qui l'ont dépassé. Voilà pourquoi il urge de permettre à la jeunesse de notre pays de puiser dans notre patrimoine historique les valeurs, les symboles, les informations scientifiques et culturelles susceptibles de forger son esprit critique et de lui faire acquérir un sens civique élevé. Cette jeunesse doit aussi s'imprégner de cette culture dont elle est le dépositaire potentiel avant de s'ouvrir aux apports féconds de l'étranger, évitant ainsi d'être des figurants ou de simples consommateurs dans un monde de plus en plus mondialisé. Par ailleurs, la direction des archives du patrimoine historique joue un rôle important dans la vulgarisation du concept armée-nation, consacré dès le début de notre accession à la souveraineté internationale. En ce moment-là, l'armée sénégalaise était l'une des rares structures organisées dont disposait l'État pour entamer le développement des activités socio-économiques de la jeune République. Cela scellait le rapprochement définitif entre l'armée et la nation, encore renforcé davantage aujourd'hui. Voilà un autre volet de notre mission qui consiste à expliquer la réalité du concept armée-nation, symbolisé par l'érection d'un musée, d'un autre démembrement de la DAPH, un musée armée-nation, si à l'état-major général des armées, au quartier Diallo. Sur le même site se trouvent les musées des opérations extérieures et d'autres entités similaires. Enfin, un autre démembrement de la DAPH qui est le cimetière national de Thiaroye et celui d'Abdoulaye Ndiaye à Thiawor me semble toujours bénéficier d'un flux important de visiteurs. Il doit être l'outil par excellence dont disposent les forces armées pour développer les relations entre l'État et la nation, entre l'armée et la nation. Il est également une image permanente et toujours renouvelée que la République peut utiliser pour accueillir des hôtes de marque de notre pays et vendre l'image d'une armée professionnelle et loyale tirant sa force dans une longue tradition militaire. Enfin, ce musée doit contribuer à l'émergence d'un citoyen de type nouveau, puisant les valeurs nécessaires à son épanouissement dans la connaissance de la symbolique nationale et dans la vulgarisation de la mémoire combattante. Monsieur le maire, monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, mesdames, messieurs, chers élèves, dans l'espoir de vivre encore un moment important dans la mouvance du concept armée-nation, je voudrais, au nom de monsieur le général d'armée aérienne Biram Diop, ministre des Forces armées, souhaiter à tous de passer de bons moments dans cette itinérance mémorielle, symbole de la vivacité du concept armée-nation. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Maintenant, les enfants, vous écoutez. Donc, tout à l'heure,
les autorités vont visiter le musée Rousse. À l'issue, vous allez aussi visiter les différents stands. Vous avez compris? Bu ci kanamee kilifa yi day dem visiter musée bu ici loolu bu weesoo yéen ñii day dem visiter les différentes affiches gis nga leen fële ah mais en ordre un élève reste discipliné vous avez compris voilà. Mesdames, Messieurs, honorables invités, à l'issue du discours de Monsieur le colonel directeur des archives et du patrimoine historique des Forces armées et représentant Monsieur le ministre des Forces armées, il est respectueusement demandé à l'assistant de bien vouloir rester sur place afin de permettre aux autorités de procéder à la visite du musée Rousse. Après cette séance, un cocktail est offert à nos honorables invités. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc à présent, nous allons assister à des remises de cadeaux. Donc un instant. Merci. Donc les anciens, les patriotes de l'université vont représenter le maître cadeau de monsieur le directeur général du gouvernement de l'État. Merci. Le monsieur, oui. Il va mourir, hein? Voilà. Allez-y. C'est bon? Ah. C'est bon. Maintenant, nous invitons Monsieur le représentant de Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la ville de la commune de Yeumbeul Sud, et les amis du musée et les amis du musée à procéder à la visite du musée Rousse.
procéder à la présentation de la force noire composée de 10 panneaux. Voilà, donc là on est sur le premier panneau. Donc c'est par rapport à la création du premier panneau de pirailleurs sénégalais et l'avènement effectivement donc des pirailleurs sénégalais. Depuis l'état de l'APCO, qui représentait donc une force donc, de la population indigène, donc qu'on trouvait sur place au moment où l'Occident a voulu construire des comptoirs donc, le long donc, de nos côtes, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, ils ont été dans le besoin donc, du personnel local
pour en faire donc des éléments de contact, donc des dockers, donc des éléments de manœuvre. Donc à un moment donné, ils ont commencé à les utiliser. Donc des interprètes, donc des éléments qui embarquent au niveau donc, de leurs embarcations. En général, ils venaient par la mer, donc par l'Atlantique. Donc on les utilisait comme des mécaniciens à bord ou bien donc, des manœuvriers. Donc au fur et à mesure, par Kadhafi, donc auprès de Napoléon III de l'Empire. Donc la France n'était pas encore république, n'est-ce pas? Donc il a accordé, donc on a commencé à mettre en place qui était dans un premier temps vers les années 1900. Vous savez, donc là, il fallait préciser cela. Donc, on parle de tirailleurs sénégalais, c'est pas seulement des Sénégalais. Voilà. Donc, il y a des donc il a fallu à un moment donné donc de donner donc une appellation générique donc de tirailleurs sénégalais à tous ces tirailleurs. Parce qu'à l'origine on les appelait chaque entité par rapport à leur origine ou bien à l'ethnie dominante. On parle de tirailleurs sénégalais, de tirailleurs maliens ou bien le suivant français. Les tirailleurs tchadiens, congolais, gabonais, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on les appelait. Dès l'entrée en vigueur du degré de plombière, donc on a généralisé donc, pour donner l'appellation de tirailleurs sénégalais. Voilà. Donc c'est ça. Par rapport au premier, donc cette partie. Par rapport à la seconde page, donc c'est une page avec des données illustratives. Donc comme j'ai dit, donc, vers 1900, donc, il y a la création du premier bataillon de tirailleurs donc au mois de mai. Voilà. Non. La campagne de jeexagul de. Ok, d'accord. Donc, monsieur Collé, moi j'avais une opportunité là. Donc, vous pouvez continuer. Votre collègue est conseiller de la direction des administrations. Donc, c'est un professeur du chef de département il est conseiller technique de la direction. C'est un historien, donc il est vraiment le mieux placé Wow!
sens-là, ils vont être recrutés pour participer à il faut dire également que avant cela, les Européens étaient avec la tête ouvrière, mais quand la révolution industrielle a eu lieu en Europe, il fallait désormais utiliser l'Afrique comme source de ravitaillement en matières premières et utiliser ces populations comme marché de consommation. Donc la traite n'avait plus de sens. Donc ce soit pour les beaux yeux des Noirs que la traite a été remontée. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont commencé à protéger les Africains. Et donc le corps de tirailleurs a été créé pour supplanter, pour lutter contre la traite, mais également pour permettre aux soldats européens qui ne supportaient pas le climat africain, qui ne supportaient pas les maladies tropicales, de pouvoir être remplacés par des choses. Et là, nous voyons le premier régiment du sénégalais qui était avec la capitaine de la France et dont l'objectif était de trouver une partie donc d'avoir un moyen de le plus libre. Donc, je pas assez long à expliquer. Mais on retrouve ce même premier régiment à Paris, à Londres. Pourquoi à Londres? Parce qu'à l'époque, il fallait calmer l'opinion française pour leur expliquer que l'opinion française n'a pas assez aidé tous ces soldats-là sont nos soldats et en France, et à l'époque, le régiment a reçu la Légion d'honneur accrochée au drapeau, comme vous pouvez voir actuellement au musée des Forces armées. Donc on va passer à tout le monde savait que la Grande Guerre, allait éclater. Parce que lors de la guerre entre la Prusse, devenue Allemagne après, et la France avait perdu la région de l'Alsace-Lorraine. Et dans l'esprit des Français, un esprit revanchard, il fallait pour reprendre ces deux régions. Les Allemands ont tout fait pour les décourager et pour les orienter vers l'Afrique, avec la célèbre phrase de Marcel a toujours prononcé. Les Français ont assez de terre, le peuple gaulois a assez de terre à gratter en Afrique, plutôt que de penser à reprendre le reste de la Lorraine. Et c'est dans cette optique que Bangin avait écrit son livre pour expliquer que la France peut bannir son déficit démographique. Et quand la guerre éclate, Bangin a été snobé un moment, mais après, on s'est rappelé son livre et la France va recruter à tout le bras pour suppléer les hécatombes, les déficits de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que donc il y a eu plusieurs recrutements. Et là, vous voyez les grandes étapes de la Première Guerre mondiale que les Français appellent Grande Guerre. Donc 1914, quand la guerre éclate, les historiens français disaient qu'il n'y avait pas de tirailleurs. Donc 14. Or, en 1914, il y avait déjà deux tirailleurs qui étaient prépositionnés. Donc, ils ont participé à ces batailles, aussi bien sur le continent africain pour reprendre les colonies allemandes que sur le territoire européen. Ensuite, il y a eu 1915 le front d'Orient, où sont morts Sidi Ahmed Sy, Malissi, Fall, également le Cheikh Ibrahim Fall, et beaucoup d'autres. Alors, en 1916, on arrive, c'est marqué par la grande bataille de Verdun. C'est la plus longue, la plus dure, la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Elle a commencé en février, 21 février, pour ne terminer que dans la dernière décade du mois de décembre. Et les tirailleurs ont continué. Mais là, ils ont des faits d'armes que l'histoire a retenu, notamment a repris. En 1917, c'est la bataille du chemin des dames. Alors, le chemin des dames, c'est là où les tirailleurs ont été vraiment sacrifiés. Et pour résumer, on a taxé Bangin et Esprit Général de Belle de broyeurs de noirs. Ils ont été même limogés. Mais comme il y avait un déficit démographique dans l'armée, on les a réhabilités pour continuer Non, vous savez que la France avait une population de 39-40 millions d'habitants. Et là, au lendemain, on avait 69-70. Or, à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui.
ce qui comptait, c'était d'avoir le plus grand nombre de soldats. C'est pas comme aujourd'hui où on peut rester quelque part à plus de Or, dans le cas d'espèce, là où la France pouvait mobiliser 750 000 hommes, les Allemands pouvaient en mobiliser 800 000. Et l'opinion les savait. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a fait venir le premier FDS pour assurer ce que Alors donc, quand on arrive en 1917, le chemin des dames, c'est effroyable. Et c'est là où vraiment on a parlé de royaume de Greffenard, pour repousser des choses. En 1918, c'est la dernière année de la guerre, là aussi, les tirailleurs vont faire des exploits, vont avec des faits d'armes que l'histoire a retenu, tant et si bien que les Allemands disaient à l'époque, la presse allemande, que la défense de Reims n'a pas coûté une seule coupe de sang français. Ce sont les nègres qu'on a eu. Et il disait vrai en partie. Et c'est tellement vrai que pour rendre hommage aux Noirs, aux tirailleurs, on a décidé de construire un monument donc pour rendre hommage à ces tirailleurs sénégalais. Et quand le monument a été construit, certains ont dit que ce monument ne doit pas être construit en France, mais là d'où sont originaires les tirailleurs sénégalais. Alors on est allé construire la réplique à Bamako. On peut encore trouver à Bamako. Okay. Alors, donc à peu près quoi, si on résume. Maintenant, on a parlé ici de certaines batailles célèbres, comme dans la libération, la reprise des colonies allemandes en Afrique, au Cameroun, donc le Maroc également, le front d'Orient, etc. Donc toutes les grandes batailles ont été répertoriées ici. Absolument. Alors, la page suivante parle toujours de la Grande Guerre. Et cette Grande Guerre, là on arrive avec l'arrivée des premiers bataillons de sénégalais. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est sur le front d'Orient. En 14 déjà, il y avait des tirailleurs qui étaient prépositionnés en Europe. Alors, 1916, je vous ai dit que c'est la bataille de Verdun. Il y a eu beaucoup d'hécatombes. Mais là, les Français sont revenus en Afrique pour recruter des tirailleurs. Mais le recrutement devient difficile et certaines populations vont s'opposer. Il y a eu des révoltes, il y a des jeunes qui se coupaient le bout de l'index pour être déclarés inaptes. Alors dans d'autres, il y avait un système de balafon, de tam-tam. Dès qu'on voyait les soldats recrutés, on avertissait donc les jeunes qui allaient se passer dans la course à la forêt. Alors, et dans d'autres régions comme au Soudan, dans le Mali actuel, ou chez les Moussis, du Burkina d'aujourd'hui, les populations n'ont pas souvent hésité à prendre des armes. Mais elles ont été matées dans le sang. Et ça, on n'en parle pas très souvent dans le bilan démographique, dans le nombre de morts. Et c'est des milliers de morts donc, qui refusaient d'être recrutés, qui ont été massacrés. On arrive en 1918, le déficit démographique s'est accentué. Clémenceau, le chef du gouvernement français, a besoin de nouveaux renforts. Alors, il s'adresse à Van Vollenhoven, le gouverneur général de l'AOF, qui lui dit non, ce n'est pas possible, on vous a envoyé assez de soldats. Et en tant que gouverneur général, il était plutôt préoccupé par ses objectifs économiques. Lui enlever encore des tirailleurs serait point de bras pour l'agriculture. Alors, il propose à Clémenceau de lui envoyer des grains, des produits agricoles. Clémenceau lui dit que ce n'est pas possible, il a besoin de rapports humains. C'est en ce moment que Blaise Diagne se pointe pour dire que lui, il peut faire le travail. Alors, mais il demande à être élevé au rang de ministre, parce qu'il n'était que simple député. Or, tout le monde connaissait les rapports difficiles entre Blaise Diagne et Van Gogh. Alors, donc Clémenceau, le non-commissaire de la République pour le recrutement. Et comme tel, en tant que tel, il est venu à Dakar. Et Van Gogh qui était à Paris, quand il a appris ça, il ne revient pas à Dakar, il démissionne. Il était capitaine de l'armée, il retourne dans l'armée, il meurt au front. Blaise Diagne arrive à Dakar, bon, il y a toute une histoire qu'on ne peut pas raconter ici. Et il y a une photo où on montre Blaise Diagne descendant du bateau.
Alors, le gouverneur devait venir l'accueillir, donc l'accueil du gouverneur, qui était ici, tu vois. Mais comme c'est Blaise Diagne, ils ont refusé. Blaise Diagne est resté dans le bateau, a envoyé un câble à Clémenceau. S'ils ne viennent pas m'accueillir, je ne descends pas du bateau et je retourne. Et comme Clémenceau avait besoin de ces renforts, l'ordre a été donné au gouverneur de venir l'accueillir. Parce que Blaise Diagne était le supérieur hiérarchique de tout le monde dans la colonie, y compris le gouverneur général. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était ministre, il avait rang de ministre. Absolument. Alors, et sa descente du bateau que vous pouvez voir au musée des forces armées, il y a une gravure qu'un artiste a installée là-bas. Blaise Diagne descend du bateau parce qu'il est resté dans le bateau pour laisser les Toubabs au soleil. Et il faisait très chaud. Ce sont les dignitaires qui sont montés pour lui dire nous savons pourquoi tu es en train de punir les Toubabs, mais sache que nous aussi on est au soleil. C'est en ce moment qu'il a daigné descendre. Alors il a salué les dignitaires légaux, il n'a pas salué les Toubabs et il est allé dans la mission qu'on lui demandait. Alors j'insiste là-dessus parce que cette gravure a été modifiée par des gens pour dire que c'est Serigne Touba revenu du Gabon qui descend, etc. Alors que si on regarde bien, on voit les tirailleurs, on voit Blaise Diagne en costume qui descend. Alors, donc il va, Clémenceau lui demander de recruter 47 à 50 000 tirailleurs. Il va en recruter pratiquement 77 000. Dans une Afrique devenue hostile au recrutement, il va arriver à faire cette performance. Tout simplement parce que, entre autres, il a été soutenu par les guides religieux, Elhadji Malick Sy, Ahmadou Bamba, ensuite Cheikh Sadbou, le fils de Seydou Nourou Tall. Donc les disciples, c'est-à-dire, voyant les guides religieux donner leur propre famille. Alors, le fanatisme aidant, et puis un refus. Alors, donc c'est ce qui explique le succès. Mais il y a une autre partie qui explique ce succès, c'est le charisme même de Blaise Diagne. C'était un homme charismatique, qui savait parler, et qui savait haranguer les foules, et qui plus est, il avait étoffé sa délégation, composée d'officiers supérieurs, comme les officiers supérieurs qui étaient là, dont le capitaine, le fils de Padembassi, Abdelkader, donc qui est devenu capitaine puis commandant durant la Première Guerre mondiale. Il y avait des autorités civiles de renom comme Galadou Diouf, qui est partie de la délégation, etc. Alors quand les populations, notamment en Guinée, voient un noir qui commande tous les Toubabs, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit on ne sait pas ce qu'il veut, mais tout ce qu'il dira, nous sommes d'accord. Donc ce qui explique bon, il y a également les citoyens des 4 communes, mais ce n'est pas un coup magistral, ça existe le plan de temps. Bon, et voilà qui explique donc ce succès. C'est très clair. Alors, là, c'est la période qu'on appelle l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1918 jusqu'à 1939. Donc, la période entre les deux grandes guerres, qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Et là, les tirailleurs vont jouer un rôle qui consiste à stabiliser l'empire colonial français. Alors, s'il n'y avait pas les tirailleurs, peut-être que cet empire se serait disloqué après la Première Guerre mondiale. Alors, là, nous arrivons en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Une seconde fois, la France va se tourner vers l'Afrique pour mobiliser les soldats. Donc la France va se tourner une seconde fois vers l'Afrique pour mobiliser des tirailleurs. Et là, quand les combats débutent en 1940, la France n'est entrée en guerre qu'à partir de 1940. Et là, ce fut la débâcle. Alors, et cette débâcle, donc la défaite française, les Allemands demandent aux Français de déposer les armes, de se mêler à la population pour s'en aller, tellement ils étaient nombreux. Mais les Noirs, on pensait qu'on allait en faire des prisonniers. Quand les Blancs sont isolés, on prend les Noirs et ils sont systématiquement massacrés. Alors, vous voyez là, c'est un charnier.
avec des tirailleurs qui sont abattus. Et il y a un soldat allemand qui est là, debout. Et il a fallu que le commandement allemand intervienne pour mettre fin à ce massacre. Mais comme il ne voulait pas de noirs, de tirailleurs sur le sol français, disant qu'ils vont suer le sol français et le sol allemand, ils les ont parqués dans des prisons à ciel ouvert qu'on appelle les fronts salades. Alors, donc, voilà, on a alors là, nous sommes toujours dans la Seconde Guerre mondiale et là on montre de grandes figures qui ont marqué donc, cette Seconde Guerre mondiale, notamment le général Magnan, qui ne faut pas confondre avec le général Magnan qui commandait le front d'appui Dakar-Mauritanie, et le sous-lieutenant. Et là, nous avons quelques dates importantes, notamment le débarquement de 1944 avec la 9e Ligue, le débarquement qui a suivi celui de Normandie, toujours en 1944, le 6 juin. Alors, ce sont ces deux débarquements qui vont permettre de libérer les prisonniers des fronts Stalag et d'aller vers la victoire. Donc, en 1944, on savait que l'Allemagne était déjà vaincue. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, donc, les Français qui s'accrochaient à leur empire colonial, parce que l'empire était chancelant, nous sommes à une période où l'empire français est malmené. Alors, la France va donc se battre pour maintenir cet empire-là. Et déjà en 1944, on massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. On pense que c'est seulement une question pécuniaire, mais en réalité, il fallait remettre de l'ordre dans la mentalité française pour que l'empire ne se disloque pas. Et Thiaroye est suivi du massacre de Sétif en Algérie en 1945. C'est suivi ensuite du massacre de 1947 à Madagascar, et ainsi de suite. Et c'est par la suite qu'ils ont vu que les dés étaient jetés, donc ils ne pouvaient plus arrêter ce mouvement, accentué surtout par les tirailleurs revenus de la guerre, et alors ils vont jeter du lest. C'est ce que De Gaulle appellera, quand il va donner l'indépendance au pays dans les années 60, j'ai desserré les liens avant qu'ils ne se rendent. Sinon, les populations allaient prendre les armes, comme en Indochine, comme en Algérie, donc ils puissent se libérer. Alors, donc après ces guerres dont je viens de parler, qu'on appelle dans l'histoire les guerres coloniales, où d'ailleurs la réputation des tirailleurs a été un peu égratignée, notamment leur participation dans l'expansion française, le maintien de la stabilité de l'empire dans l'entre-deux-guerres, et ensuite les guerres coloniales. Beaucoup de gens qui critiquent les tirailleurs, c'est cela qu'ils leur reprochent. Encore faut-il que ces gens qui les critiquent puissent se mettre dans le contexte historique pour savoir pourquoi cela s'est passé ici. Alors là, nous sommes donc après la Seconde Guerre mondiale, après les guerres de libération, on va vers les indépendances et la France qui sait qu'elle a perdu donc son empire colonial parce qu'on va vers les indépendances et la France a essayé de créer, comme De Gaulle l'avait proposé, une communauté au sein de laquelle la France va avoir encore une primauté, une prééminence, et on prend les anciens tirailleurs, on les amène à Fréjus pour former les premiers officiers qui vont commander les armées des pays devenus indépendants. Le général Zafal a été formé à Porto, le colonel Bessan et beaucoup d'autres Sénégalais comme dans les autres territoires africains qui sont des Asie. Là, vous voyez, dans cette école, il y en a qui sont sortis et qui sont devenus des présidents de la République, comme Eyadema, comme Mathieu Kérékou, comme Sangoulé Lamizana, etc. Et là, vous voyez, nous avons une mosquée que les Français avaient construit à Fréjus pour permettre aux musulmans de pouvoir prier. Alors là, c'est la dernière page qui montre les tirailleurs sénégalais, donc redevenus civils,
donc dans le monde, dans le paysage civil. Et là, c'est un devoir de mémoire pour rappeler l'inauguration du monument historique de la mer Noire à Fréjus. Ensuite, il y a quelques monuments célèbres comme le monument de Reims dont j'ai parlé, qui se trouve à Reims, mais qui a été détruit quand les Allemands sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce même monument existe à Bamako, et ceux qui ont la chance d'aller là-bas pourront le voir comme ça. Lui, c'est Maurice Rive, qui a rendu énormément de services aux tirailleurs, et jusqu'à sa mort, il disait qu'il était le dernier tirailleur sénégalais. Et il a été décoré par Abdoulaye Wade en 2008 quand il est venu au Sénégal. Alors ça, c'est des figures d'anciens tirailleurs, notamment Aliou Kamara qui a été directeur des anciens combattants, et Bourama Djemé de Guinaru. Donc, c'est pas en quelques minutes qu'on pourrait parler de ce fait-là. On a tellement étonné les Français qu'il a eu le surnom de Guinaru. Parce que ce sont les Français eux-mêmes qui ont eu. On en a appris. Merci beaucoup. quelques images. Je vous présente le colonel Biramatin, qui est ancien directeur du musée aussi. Bon colonel. Et c'est la presse. Avancez. Avec ma petite taille, je pense que je vais rester ici à côté de monsieur le directeur. C'est un grand honneur, mon colonel, que vous me faites aujourd'hui. Je suis le colonel à la retraite Biramatin, ancien directeur du musée des forces armées. Mais ma présence se justifie particulièrement par, disons, la dynamique de notre corporation qui est l'association des amis du musée des forces armées dont je suis le vice-président. Le président Amadou Sy est là présent avec le colonel Cheikh Ahmed Tidiane Touré, ancien directeur des transmissions, ancien directeur également du Pitané militaire de Saint-Louis, et le professeur Momodou Koné qui a eu l'honneur tout à l'heure de vous faire la présentation, qui est conseiller technique au niveau de la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées. Alors ce bus, j'ai eu l'honneur de le réceptionner quand j'étais donc directeur des archives et du patrimoine historique en 2008. Et c'est un musée mobile. Sa vocation, comme nous l'avons fait aujourd'hui, avec le directeur du musée des forces armées, le colonel Ngom et son équipe, c'est d'aller vers les écoles et d'aller vers la population pour partager avec elle la mémoire collective, la mémoire combattante des Djambardières et celle d'aujourd'hui. Donc vraiment, je tire le chapeau à Madame Sodedia, Madame Baye, parce que cerise sur le gâteau que le colonel Ngom a bien voulu lui faire, il a dit tout à l'heure, ce bus est resté plusieurs années vraiment à terre sans être fonctionnel. Et quand le colonel Ngom est venu avec son équipe, une de ses priorités,
a été de réhabiliter le musée Bus, surtout pour sa vocation, qui est d'aller vers la population, qui est d'aller vers les hommes. Ce bus a été même invité en France en 2010 par les autorités françaises dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance des pays africains et malgaches. Nous avons fait 21 jours en France, sillonné 8 villes dont Paris, Bordeaux, Tours, Lyon, etc. pour partager la mémoire des tirailleurs sénégalais qui ont combattu aux côtés de leurs camarades français pour l'avènement du monde libre. Et il y a une stèle à Tours qui dit « Passant, souviens-toi qu'ensemble ils sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français. » Cela veut dire que les tirailleurs sénégalais ont eux aussi fait leur part dans l'avènement du monde libre. Pour revenir donc à ce musée monsieur le directeur du port avec toutes les autorités qui vous accompagnent, comme vous l'avez vu, ce bus est en état de rénovation et de réhabilitation. Il a besoin de soutien parce que quand il va être complètement terminé, l'espace où vous êtes actuellement va accueillir des expositions amovibles suivant les thèmes, concept armée-nation, opération extérieure de maintien de la paix, symbolique nationale, etc., etc. On va les mettre ici. Il y aura aussi également une bibliothèque où on retrouvera quelques objets de tirailleurs sénégalais, de l'armée sénégalaise, mais également certains ouvrages. L'espace que vous voyez ici, c'est l'espace pédagogique. Il vient juste d'avoir un téléviseur. Il manque encore donc les chaises, les fauteuils et tout pour accueillir donc l'éducateur, l'enseignant avec certains élèves pour pouvoir regarder un film documentaire sur n'importe quel thème des forces armées ou du concept armée-nation et partager avec eux, faire des échanges. Et dehors, à l'extérieur, il y aura également des fresques qui vont illustrer les jambars d'hier, la résistance des tirailleurs sénégalais, mais une autre également qui va montrer l'image ou un peu l'histoire des armées sénégalaises depuis 1960 à nos jours. Et il y aura les drapeaux des 17 pays africains et malgaches qui ont composé la force des tirailleurs sénégalais. Et des mannequins habillés en tenue de tirailleurs sénégalais, vous en avez vu quelques exemples. Donc, ce bus, il y a encore du travail à faire, monsieur le directeur. Le colonel Ngom en est vraiment conscient. Avec son équipe, il est en train de tout faire avec l'accompagnement de l'association des amis du musée des forces armées dont je l'ai dit tout à l'heure. Le président est là. Nous sommes venus uniquement pour accompagner la DAPH sur invitation donc de Madame Soda, Madame Baye, coordinatrice de ce grand événement. Vous avez fait l'honneur d'être avec nous. Donc voilà le musée se présenter. Très bientôt d'ailleurs nous avons encore d'autres activités avec le colonel à l'intérieur du pays. Nous avons sillonné certaines villes du Sénégal, dont Saint-Louis, Kaolack, Kaffrine, Foundiougne, jusqu'à Malem Hodar, jusqu'à Koungheul et même jusqu'à Médina Sabakh. C'est pour vous dire que ce bus ne doit pas être à l'arrêt. Il doit être toujours opérationnel. Et le colonel Ngom est en train de faire tous ces efforts, accompagné par M. le ministre des Forces armées. Donc nous appelons toutes les bonnes volontés pour venir accompagner aussi l'association des amis du musée des Forces armées pour que ce bus-là ait une disponibilité opérationnelle optimale à tout moment pour que d'autres, comme vos élèves aujourd'hui, puissent bénéficier donc, de cette mémoire collective qui est aussi leur mémoire à eux, qui est leur patrimoine également. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà, merci. Maintenant, monsieur le directeur, on vous invite à l'intérieur pour qu'on puisse regarder le public. Donc, en fait, on va faire un petit tri parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de place. On a pratiquement une douzaine de places. On va visionner un petit film pour que les gens puissent comprendre. Si après vous allez mettre en action là.
C'est le problème de la délégation parce que la première fois que le musée sort, plusieurs années, le musée n'a pas quitté pour des raisons de réhabilitation à des places. Colonel Diaw, laissez passer Madame Mbaye. Madame Soda, il n'y a pas assez de place. Ça c'est l'imam. C'est bon? En bleu. C'est bon. Ah d'accord. C'est bon, c'est déjà plein. C'est bon ou bien? C'est bon, c'est bon. Non, imam, Colonel Diaw. Colonel Diaw. Oui. Imam bi na dugg, imam allez-y. Imam. Oui, imam il a laissé l'imam. Venez. Non, doo may presse bi mu teg noonu rek. Ah ouais, donc écran. Je m'appelle Jesseri Diara, matricule 486, classe 1939, Rav Bambara. J'ai été engagé volontaire en 39-45, affecté au 16e RTS, Montauban, puis ensuite à Perpignan, 24e RTS, monté en ligne, réaffecté en Afrique du Nord au 15e RTS, rallié aux forces françaises libres en Libye en 1941. J'ai été jusqu'en Libye, on a fait Birakim, Massamatou, Tobruk, Bangassi, Tripoli, réembarqué à Bizerte, Tunis, pour aller à Naples. Et Naples maintenant a combattu avec la 8e armée, monté Frescon, la ligne Vista, jusqu'à Rome. Et là maintenant on est obligé de réembarquer à Naples pour aller débarquer à Saint-Tropez en France, derrière les nazis et les fascistes. On a combattu jusqu'à la fin de la guerre, les 8 mai 1946. Comme dit Jesseri Diara, des centaines de milliers de tirailleurs venus de toute l'Afrique noire et de Madagascar à combattre sur les champs de bataille de la France. 150 ans après leur création par Napoléon III, et à l'heure où leur souvenir disparaît, il nous a paru essentiel d'évoquer leur histoire grâce aux rares images d'archives conservées par le ministère de la Défense. Souvent imprégnées des clichés de l'époque, elles n'en témoignent pas moins du courage et de l'abnégation de ces hommes qui, sans compter, versèrent leur sang pour une si lointaine patrie. Dès le XVIe siècle, les navigateurs européens qui prospectent les côtes du continent noir engagent des équipages africains. L'installation de comptoirs commerciaux, l'extension de la traite négrière et la rivalité qui oppose bientôt les nations européennes outre-mer les conduisent à recruter de plus en plus d'auxiliaires autochtones. À l'embouchure du fleuve Sénégal, la première colonie française s'établit à Saint-Louis, au milieu du XVIIe siècle. Pour la défendre et suppléer à la faiblesse des garnisons que déciment les maladies tropicales, la marine engage quelques soldats et marins indigènes, c'est-à-dire recrutés sur place, nommés laptons. Un siècle plus tard, la pénétration à l'intérieur des terres impose aux troupes de marine la formation d'une véritable force militaire africaine. Après diverses tentatives, c'est Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, qui obtient de l'empereur Napoléon III que soit créé le 21 juillet 1857 le corps des tirailleurs sénégalais.
le rachat des captifs libérés par la suppression de l'esclavage depuis 1848 et la promesse de primes, butins permettent de disposer d'un premier régiment en 1884. Désormais, du Congo à l'Oubangui, du Dahomey à la Côte d'Ivoire, de Madagascar au Tchad, de la Mauritanie au Maroc, les tirailleurs participent à toutes les expéditions militaires qui permettent à la France de se doter en quelques années du second empire colonial au monde. Bien qu'ils soient recrutés à travers tous les territoires conquis, les soldats gardent leur appellation générique de Sénégalais. Lorsque le capitaine Marchand entreprend la traversée d'ouest en est de tout le continent africain, il fait entrer les hommes à la Chéchia rouge dans la légende nationale. En 1899, ils défilent à Paris derrière leur chef. Parmi eux, le futur général Mangin, qui publie en 1910 un vibrant plaidoyer pour la constitution d'une force noire afin de compenser le déficit démographique français face à l'Allemagne. Le 14 juillet 1913, le drapeau du premier régiment de tirailleurs sénégalais reçoit la Légion d'honneur. Un an plus tard, dès la déclaration de guerre, les tirailleurs et artilleurs sénégalais et malgaches envoient en métropole 10 bataillons, près de 10 000 hommes, soit le quart de leurs effectifs. Venus du Maroc, d'Algérie, du Sénégal ou du Madagascar, de valeur très inégale sur le plan de l'entraînement au combat, les unités sont directement plongées dans la bataille de la Marne et de l'Isère. Soumis aux ravages des tirs d'artillerie et aux rigueurs d'un climat continental qu'aucun ne connaissait, les Africains subissent, comme leurs camarades français, de lourdes pertes. Le mythe d'une Afrique inépuisable réservoir d'hommes que certains avaient hâtivement tiré des théories de Mangin s'effondre. Il inspirera ensuite celui des troupes noires servant de chair à canon, qui n'aura pas davantage de réalité. Pour les populations civiles, c'est bien souvent la première occasion de rencontrer des Africains. Au-delà des slogans de la propagande et de comportements souvent paternalistes, les Français manifestent un réel attachement pour ces hommes venus de très loin combattre à leur côté. 34 000 en 1915, près de 50 000 à la fin de 1916, les tirailleurs deviennent des personnages familiers du paysage métropolitain et de l'allégorie patriotique, accréditant bien malgré eux l'image de grands enfants souriants mais redoutables au combat. Une image qu'utilisent des marques commerciales et que les Allemands exploiteront à leur tour pour dénoncer leur supposée barbarie. Avec l'extension de la guerre, les troupes noires sont acheminées vers de nombreux autres fronts, contre les colonies allemandes d'Afrique et en Turquie ou Dardanelles, où en avril 1915, les Alliés tentent de prendre le contrôle du Bosphore. L'opération est un échec. Les forces débarquées, parmi lesquelles 7 bataillons de Sénégalais, restent bloquées sur les plages. Peu après, des milliers de tirailleurs sont déployés dans les Balkans pour soutenir la Serbie envahie. En France, à la brève guerre de mouvement de l'automne 1914, a succédé une guerre d'usure où, de plus en plus enfoncée dans un dédale de tranchées et d'emplacements fortifiés, les deux armées face à face s'écrasent sous des déluges d'obus et s'épuisent en des milliers d'assauts meurtriers. Plus que jamais, l'Afrique est mise à contribution, entraînant même dans certaines régions une révolte des populations pour échapper à l'enrôlement. En février 1916, l'attaque allemande sur le secteur fortifié de Verdun symbolise la résistance acharnée des unités françaises. La bataille voit plus de 10 000 Africains et Européens, mélangés au sein de 10 bataillons mixtes, perdre le tiers de leurs effectifs. L'année suivante, le général Nivelle, avec à ses côtés le général Mangin, auréolé de ses succès devant Verdun,
déclenche une offensive qui se veut décisive sur l'Aisne et n'hésite pas à y lancer 35 bataillons africains. Attaquant sur un glacis dénudé, sous la pluie et la neige, avec une préparation d'artillerie insuffisante, sur les 16 000 tirailleurs partis à l'assaut, 7 500 sont mis hors de combat. Un peu partout sur le front éclatent des mutineries qui ne concernent pas les Sénégalais. L'égalité des poilus devant la mort et les blessures, les dangers et les épreuves partagées au quotidien suscitent une authentique camaraderie tranchée, une fraternité d'armes qui permettent en partie aux tirailleurs d'endurer les terribles conditions du conflit. Lorsqu'en 1918, le gouvernement confie à Blaise Diagne, premier député africain du Sénégal, une mission de recrutement à travers l'Afrique en usant du slogan « En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits », il parvient encore à lever 70 000 recrues. La guerre mobilise quantité d'hommes sur les arrières pour approvisionner le front, entretenir les voies de communication, garder ou assurer la manutention dans les gares et les innombrables dépôts de munitions et de matériel. Regroupés au sein de bataillons d'étape ou de travailleurs, 12 000 Africains sont affectés à ces tâches obscures, dangereuses et pénibles, mais vitales à l'économie de la défense nationale. Lorsqu'en mai 1918, les Allemands lancent une ultime mais foudroyante offensive menaçant Paris, ils se heurtent devant Reims à la résistance acharnée des tirailleurs. Les Africains les repoussent puis participent aux contre-offensives qui contraignent l'ennemi à demander l'armée. Sur leurs 18 000 combattants, 8 000 sont tués, blessés, malades ou portés disparus à l'heure du cessez-le-feu en septembre 1918. En associant largement les troupes noires aux cérémonies de la victoire, la France reconnaît les lourds sacrifices humains et économiques supportés par les colonies africaines pendant ces 4 années de guerre. Pour l'Afrique occidentale et équatoriale, 184 000 soldats recrutés, dont 134 000 sont envoyés sur les